pas un sujet honnêtement facile à, entre guillemets, vulgariser, hein. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit aussi… Je dis, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit aussi simple et compréhensible, mais j'espère que vous aurez des questions et sentez-vous naturellement totalement libre pour les poser. Alors, juste une diapo quand même pour savoir de quoi on parle. En fait, si vous voulez, vous entendez régulièrement dans les médias parler de traitement de cellules souches, etc. En fait, à ce jour, il y a très peu de cellules véritablement souches qui ont été utilisées. Il y a des cellules, pas des cellules souches. Une cellule souche, en gros, c'est une cellule qui a deux caractéristiques. Un, elle peut donner naissance à toutes les cellules de l'organisme, quasiment. Et on va voir qu'il n'y a qu'une seule catégorie de cellules qui répond à cette définition. Et deuxièmement, cette cellule, elle est en principe capable de s'auto-renouveler de façon infinie. Alors, si vous considérez, et j'en aurais terminé pour ça, qu'à ce jour, 80% à peu près, 90% des essais cliniques utilisent des cellules de la moelle sanguine, par exemple, ces cellules de la moelle sanguine, ce n'est absolument pas des cellules souches, c'est des cellules. Voilà. Donc, il faut simplement savoir de quoi on parle. Alors, pourquoi? En fait, pourquoi est-ce qu'un beau jour, on est un certain nombre à s'être dit pourquoi, finalement, dans l'arsenal thérapeutique qui est déjà riche, pourquoi est-ce que les cellules souches, les cellules, ne trouveraient-elles pas leur place? Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est très original d'utiliser une cellule dans un but thérapeutique, comme on utilise un médicament, comme on utilise, nous, une technique chirurgicale. Et ça a même valu, vous voyez, il y a un certain nombre d'années, un prix Nobel à ce monsieur qui a été le pionnier de ce dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont les greffes de moelle pour le traitement des maladies malignes du sang. Les leucémies, les Hodgkin, les lymphomes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des greffes, on appelle des greffes de moelle. En fait, ce n'est pas de la moelle qu'on prend comme dans l'os qu'on ronge avec des petits pois. C'est en fait des cellules sanguines, des cellules qui viennent de la moelle sanguine ou du sang périphérique. D'accord? Et donc, c'est là finalement, ça a été sans doute la première fois qu'on a montré que des cellules pouvaient avoir un effet thérapeutique. Et donc, à partir de là, ça s'est enclenché. Finalement, si ça marche pour guérir des maladies du sang, pourquoi ça ne marcherait pas pour guérir, par exemple, le diabète? Il y a beaucoup d'essais en ce moment qui utilisent des cellules, alors productrices d'insuline, naturellement en l'occurrence, pour traiter les diabétiques. Pourquoi ça ne marcherait pas dans l'œil? Il y a plein d'études en ce moment qui utilisent un certain type de cellules pour traiter la dégénérescence maculaire. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé, en fait, à partir de là. Et nous, on est arrivé un peu en retard d'ailleurs par rapport aux autres pour dire pourquoi est-ce que finalement les cellules, ça ne pourrait pas aider pour réparer un petit peu des cœurs insuffisants. Alors, juste pour vous rappeler donc l'insuffisance cardiaque, bon là vous avez un cœur normal avec cardiomyocyte. Le cardiomyocyte, c'est un nom compliqué pour dire que c'est une cellule qui se contracte. Et quand vous avez un accident cardiaque, une artère coronaire qui se bouche, peut être d'autres causes, vous avez une destruction. On parle en centaines de millions dans les formes graves de cardiomyocytes. Alors, comprenez bien que si vous avez centaines de millions de cellules contractiles qui ne se contractent plus, bien entendu, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'insuffisance cardiaque. D'où l'idée de départ, dont vous allez voir dans quelques minutes qu'elle est complètement fausse. D'où l'idée de départ qu'on a tous eue de dire finalement, il manque 100 millions de cellules, je vais greffer 100 millions de cellules, puis je vais remplacer le stock. C'est ça au départ, il s'est révélé totalement fausse. C'est ça, on va trouver autre chose. Et donc l'insuffisance cardiaque, mais je pense que tu en as parlé sur les symptômes, etc., les chevilles qui gonflent, l'essoufflement. Alors, c'est intéressant aussi de situer un peu les cellules souches dans l'évolution thérapeutique. En gros, il y a eu 3 phases. Il y a la première phase qui continue à bien marcher, qui est celle des médicaments. Il ne faut pas oublier que la plupart des insuffisants cardiaques, ils sont correctement traités par les médicaments et qu'ils y répondent bien. Okay. Après, malheureusement, il y a ceux qui ne répondent
pas, ou qui répondent mal, ou qui répondent plus. Et on a eu la deuxième vague thérapeutique, qui est celle quand même des traitements plus agressifs. Alors, c'est les dispositifs d'assistance cardiaque, ce qu'on appelle, entre guillemets, cœur artificiel, partiel ou total, et puis bien sûr, pour nous, la transplantation cardiaque. Enfin, là, on est quand même dans un autre ordre de grandeur. Et on pense que aujourd'hui, la thérapie cellulaire, tout comme la thérapie génique, car aujourd'hui, si vous regardez le panorama mondial, il y a plus d'essais en thérapie génique qu'en thérapie cellulaire. Pratiquement, c'est 50-50, mais il y a un tout petit avantage à la thérapie génique. Donc, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, on est arrivé, pour un certain nombre de patients, pas pour tous, on y reviendra à la fin, on est arrivé donc à cette ère de ce qu'on appelle, ce que Jean-Sébastien Hulot a appelé les biothérapies. Et vous voyez que dans ce rapport, qui est un rapport médico-économique, les cellules souches font quand même partie de ce que l'on considère comme des innovations de rupture. Alors, pourquoi je vous disais que ce n'est pas du tout comme on pense? Parce qu'au départ, donc, vous voyez, on croyait qu'il y a 100 millions qui manquent, j'en apporte 100 millions et donc j'ai réglé le problème. Et c'est vrai d'ailleurs, ce que vous voyez en vert, c'est des îlots de cellules greffées. Donc on se dit super, on a les cellules greffées qui sont là, donc ça va s'améliorer. En réalité, ça va s'améliorer sans que les cellules soient là, vu qu'elles meurent toutes. Elles meurent toutes. Et donc, on s'est trouvé confronté à ce problème qui était quand même assez rigolo, de dire, mais comment se fait-il qu'il y ait des améliorations, en tout cas chez l'animal, alors qu'il n'y a plus de cellules? C'est comme ça qu'on est arrivé à une autre hypothèse concernant le mécanisme d'action, hypothèse qui est vraiment aujourd'hui très, très, très confortée par des dizaines de travaux, et qui présuppose qu'en fait, les cellules, elles fonctionnent pendant les quelques jours ou les quelques semaines où elles sont là, en sécrétant toute une flopée de molécules qui sont biologiquement actives et qui vont activer de ce fait des voies de réparation qui existent dans le cœur. En fait, c'est le cœur qui se répare tout seul, sauf qu'on lui a donné un petit coup de pouce. Donc, il faut assimiler les cellules en fait à des micro-usines qui vous fabriquent des millions de médicaments. Peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme qui est aujourd'hui retenu. Et donc, vous voyez, ça diminue. Alors, ça, quand je vous dis que ça active des voies de réparation, je ne vais pas insister, mais ça fait fabriquer des nouveaux vaisseaux, ça diminue l'inflammation, ça diminue la fibrose, ça ne fait pas repousser les cardiomyocytes. J'y reviendrai à la fin. Ça ne fait pas repousser les cardiomyocytes. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Il n'y en a pas de nouveaux qui apparaissent. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas de nouveaux qui apparaissent qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration. Par exemple, parce qu'il y a moins de fibrose, qu'il y a moins d'inflammation. Et en fait, si vous voulez, là, vous avez une orange. Bon, si vous mangez l'orange, vous avez à peu près 45 calories. Maintenant, si vous buvez le jus d'orange, vous avez à peu près autant. Et donc, c'est l'idée. Et donc, dans l'essai clinique qu'on va commencer là, nous, on va utiliser donc les produits de sécrétion des cellules. Les cellules, elles restent à l'extérieur, mais pour produire toutes ces molécules bioactives. Alors, j'avais appelé ça le jus de cellules, parce que je trouvais que c'était parlant, le jus de cellules. Mais là, je me suis fait retoquer par le CPP, le Comité de protection des personnes, qui, quand ils ont vu ça dans la brochure d'information, ont dit que ce n'est pas possible d'utiliser des termes pareils. Et alors, c'est assez curieux, parce que c'était fait pour que les patients comprennent ce que c'était, et ils nous ont remplacé ça par un truc auquel personne ne comprendra rien. Et donc, c'est assez rigolo, parce qu'ils sont là pour protéger les patients, donc on devrait au contraire tout faire pour que ça soit plus facilement compréhensible. Et le jus de cellules, ça leur fait. Et donc, pour vous montrer à quoi ça correspond dans la pratique en une diapo, donc là, vous voyez, en haut, vous avez un processus classique de culture de cellules. Bon, tandis que là, nous, on s'arrête à un moment donné, on récupère le jus. Je suis désolé, mais moi, je vais continuer à appeler ça le jus. Le jus, on le purifie un peu, parce qu'il ne faut quand même pas que ça soit trop sale. Et puis, voilà une machine de purification. Et puis, ensuite, vous avez un produit. Et ça, c'est intéressant. Et c'est important en pratique. Vous avez un produit qui est un médicament, en fait. C'est un médicament biologique. Donc, c'est conservé dans des flacons, congelés. Et le jour où vous en avez besoin, vous décongelez le flacon et vous l'administrez au patient. Donc, c'est quand même, en termes pratiques, moi, je suis un clinicien, avant tout. En termes pratiques, c'est quand même une simplification.
par rapport aux cultures de cellules, etc. Il y a eu la phase de culture de cellules, mais ça, c'est fait chez nos amis à Saint-Louis, en amont. Nous, ici, on a un produit qui, je vous dis, est l'équivalent d'un médicament gardé au congélateur. Puis, je vous ai montré ça exprès parce que la question a été de savoir justement s'il fallait purifier. Vous savez, je vous ai dit qu'on purifie le jus. Il ne faut pas trop le purifier. En fait, il ne faut pas trop le purifier parce que vraiment tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire que toutes ces molécules, bah, il faut qu'elles soient ensemble. Si vous commencez à être trop sélectif, finalement, vous perdez en efficacité. Pour ça, je ne l'aurais pas montré non plus, tout est bon dans le cochon parce que j'étais échaudé par mon jus de cellule. Alors, je ne vais pas alors là détailler ça parce qu'on en aurait jusqu'à ce soir. Pratiquement toutes les cellules adultes ont été utilisées, les cellules de muscles, les cellules de moelle, les cellules de graisse, les cellules de la pulpe dentaire, etc. Donc, je n'insiste pas. Mais je voudrais juste quand même revenir sur la définition de départ qui est une cellule souche, une vraie. C'est celle qui donne naissance à tous les tissus de l'organisme. Et là, je vais vous montrer deux photos de deux chercheurs qui ont quand même marqué leur époque. Ce monsieur, c'est Jimmy Thompson, c'est un Américain, et lui, il a découvert, donc c'est quand même pas rien, hein, les gens qui découvrent quelque chose, il a découvert les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire les cellules qui viennent d'embryons, en l'occurrence d'embryons congelés, qui sont conçus, vous savez, pour le cas des PMA, et qui ne sont plus ensuite réimplantés chez la maman parce qu'il n'y a plus de projet parental. Donc là, vous avez des cellules à J3, J4 après la fécondation qui sont vraiment des cellules souches. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout donner, comme vous voyez, y compris des cellules cardiaques. Alors après, c'est une question de vinaigrette. C'est-à-dire, vous prenez des cellules souches, vous prenez une vinaigrette où il y a beaucoup d'huile, bah, ça va devenir des cellules cardiaques. Prenez une vinaigrette où il y a beaucoup de vinaigre, ça va devenir des cellules de foie. Prenez une vinaigrette où il y a que du sel et du poivre, ça va devenir des cellules de rein. Donc, en fonction des conditions de culture, ça vous donne ce que vous voulez, plus ou moins facilement. Coup de chance, c'est très facile de les différencier en cellules cardiaques. C'est plus compliqué de les différencier en neurones ou en cellules du pancréas. Le deuxième, c'est Yamanaka qui a eu le prix Nobel parce qu'il a découvert ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites, c'est-à-dire en gros des cellules adultes prélevées par exemple sur le bras, hein, l'avant-bras ou le muscle, qu'il a reprogrammées pour en faire l'équivalent de cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire des cellules pluripotentes. D'accord? Avec, comme ça, a priori, on évite les problèmes éthiques qui ont pu se poser avec l'utilisation de cellules embryonnaires. Mais en gros, ça revient au même, c'est-à-dire qu'on a des cellules pluripotentes qui peuvent donner tout ce qu'on veut, y compris donc des cellules cardiaques, et j'espère que ça va marcher, et je crois que ça marche. Voilà ce que ça fait. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas du flanc. C'est vraiment des cellules qui se contractent. C'est vraiment des cellules cardiaques. D'accord? Et les deux types cellulaires ont fait l'objet d'essais cliniques déjà. Et font l'objet encore. Alors, un petit mot sur la manière dont on les ministre. Ça peut se faire comme pour nous en chirurgie pendant une opération. Alors là, c'est facile, on a le cœur devant soi, on fait ce qu'on veut. Ça peut se faire par des cathéters, vous voyez, qu'on met dans le ventre. Ça peut se faire par des cathéters dans les artères coronaires. Et je vais terminer en disant intéressant, toujours dans le sens d'une simplification, parce que les techniques, vous savez, en médecine, en chirurgie, si vous voulez qu'elles marchent, il faut qu'elles soient simples. Dès que c'est compliqué, ça ne marche plus. Et donc, l'injection intraveineuse, c'est très intéressant parce que c'est simple. C'est simple, ce n'est pas invasif, et donc ça peut être répété. Mais c'est assez paradoxal parce que quand on injecte par voie intraveineuse des cellules, ce qui a été fait, hein, ou des produits de sécrétion des cellules, le jus, il y a très peu qui arrive au cœur. Et pourtant, il y a des résultats. Alors là encore, les gens se sont creusés la tête en disant, mais comment ça se fait? On injecte des cellules, on n'en retrouve quasiment pas dans le cœur, on les retrouve dans les poumons, dans la rate et dans le foie, et malgré tout, la fonction cardiaque s'améliore. Et ça, ce n'est pas uniquement chez la souris, hein, c'est aussi chez le patient. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, bon, vous pouvez avoir un transfert direct sur la cible, ça c'est ce que je vous ai montré quand nous on injecte en péropératoire, mais quand vous injectez par voie intraveineuse et que ça se loge dans ces différents organes, eh bien, les mêmes cellules et les mêmes produits de sécrétion des cellules vont transformer les méchants globules blancs en gentils globules blancs. C'est-à-dire qu'il y a dans les cellules des globules blancs, il y a des cellules qui ont des effets plutôt délétères, des effets notamment pro-inflammatoires. Eh bien,
les cellules qu'on injecte, qui sont donc frappées à la périphérie, ou bien les produits de sécrétion de ces cellules, ont la capacité, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, de changer le phénotype de ces vilains globules blancs et d'en faire au contraire des globules blancs anti-inflammatoires, par exemple. Pas détaillé, mais c'est un mécanisme qui est quand même extrêmement intéressant. C'est une modulation à distance, si vous voulez, de la réponse inflammatoire qui a des effets positifs sur le cœur. Pourquoi? Parce qu'une fois que les globules ils ont été modifiés, forcément qu'ils circulent dans l'organisme à travers le courant sanguin et qu'à un moment donné, ils arrivent au cœur. Et ça a maintenant été visualisé. Alors c'est intéressant, je le répète, parce que si vraiment c'est confirmé, vous changez un peu la physionomie de la méthode et vous la démocratisez. Aux États-Unis, par exemple, en ce moment, il y a un essai avec des injections intraveineuses de cellules souches chez des femmes qui ont une insuffisance cardiaque après chimiothérapie pour un cancer du sein. Ça se fait en hôpital de jour. Le matin, elle a son injection, elle repart. Donc, on n'est plus dans moi ce que j'ai fait au bloc, c'est-à-dire la sterno, la CEC, le patch, le truc, le machin. C'est quand même... Donc, c'est vraiment une approche qu'il faut regarder de près. Alors, je vais terminer. Donc, ça, c'est très important, oui, parce que tout ce que je vous dis, c'est vrai. En fait, tout ce que je vous dis, c'est peut-être faux. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder les résultats cliniques au fur et à mesure qu'ils sortent et conserver toujours un esprit critique. Je vais terminer avec un dernier point. Jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, et les mots sont importants, c'est que les cellules ou bien le jus de cellules, ça pouvait aider à réparer. Partout dans les médias et compagnie, on parle de médecine régénérative. C'est du flan. C'est du flan parce que régénération, pour nous en tout cas en cœur, ça veut dire nouvelles cellules cardiaques. D'accord? Ça veut dire que mes 100 millions qui ont été détruites, elles sont remplacées, peut-être pas par 100 millions, mais en tout cas par quelques dizaines de millions. C'est ça la régénération. Sinon, c'est de la réparation. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire de la régénération, et c'est embêtant parce que le poisson zèbre y arrive. Le poisson zèbre, c'est un poisson, vous lui coupez le tiers de son ventricule gauche, il régénère tout seul. La souris, jusqu'à l'âge de 8 jours, idem. Vous lui coupez la pointe de son ventricule gauche, elle régénère. Et pour aller plus loin, il y a l'observation exceptionnelle d'un nouveau-né, alors là on n'est plus dans la souris, on est en maternité, d'un nouveau-né qui a fait, parce que c'était un truc congénital, un infarctus du myocarde étendu, là, à la naissance, qui a récupéré complètement, sans aucune séquelle. Donc les mécanismes de régénération, vraiment au sens propre, ils existent. Sauf que chez l'adulte, chez l'homme adulte, l'espèce humaine adulte, ces mécanismes disparaissent. On pense qu'ils disparaissent dans les quelques jours qui suivent la naissance. Donc on en était là. Et les chercheurs, alors les biologistes, se sont creusés la tête pendant des années pour essayer de comprendre pourquoi ce poisson zèbre, il arrivait à régénérer, pourquoi la souris arrivait à régénérer, quels étaient les facteurs, finalement, qui permettaient de réveiller des mécanismes qui, comme je viens de vous le dire, sont mis en sommeil chez l'homme dans les jours qui suivent la naissance. Et là, la chance qu'on a eue, extraordinaire, c'est le Covid. Le Covid est une chance extraordinaire, parce que le Covid a finalement conduit à se dire, pour certains, au fond, si on utilise de l'ARN messager pour encoder Spike, dont vous avez tous entendu parler matin, midi et soir pendant 2 ans et demi, la protéine du SARS-CoV-2, et pour la faire exprimer dans les cellules, ARN messager dans des petites particules lipidiques, pourquoi finalement cet ARN messager qu'on peut manipuler comme on veut, on ne lui ferait pas coder un facteur de prolifération des cellules cardiaques? Vous avez aujourd'hui un champ de recherche énorme qui se développe, avec, je peux vous le dire, à la clé, l'industrie pharmaceutique, pour dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas une techno qui est là. On sait que ça marche, on sait fabriquer les nanoparticules, on sait fabriquer de l'ARN messager. Il faut simplement savoir quel est le bon facteur à encoder. Et il y a déjà 4 ou 5 candidats sur la ligne de départ. Donc, c'est une voie qu'il va falloir suivre de près, parce que là, pour le coup, on peut peut-être arriver à obtenir ce qu'on n'a pas obtenu jusqu'à présent, c'est-à-dire à faire en sorte
que des cardiomyocytes, cellules cardiaques, se divisent à nouveau et viennent en partie compenser le pool de celles qui ont été détruites. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est que supposez que vous ayez un facteur qui permette effectivement la multiplication des cellules cardiaques. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, parce que si elles se multiplient à l'infini, on imagine ce que ça va donner. D'où l'intérêt de l'ARN messager, puisque comme vous le savez, n'en déplaise aux antivax, il n'y a pas d'intégration dans le génome et l'effet est transitoire. Donc, il est contrôlable. Donc, ça, c'est un gros bénéfice. Voilà. Alors, pour conclure, oui, à 3 conditions, au moins. Première condition, choisir les bons patients. Ça, c'est une diapo intentionnellement illisible. C'est en fait l'algorithme de décision des différents traitements pour les insuffisants cardiaques. Et vous voyez ce que j'ai encadré en bleu, c'est les traitements les plus agressifs, c'est-à-dire l'assistance cardiaque, la transplantation. Puis juste au-dessus, c'est les médicaments. Et donc, la question, c'est quelle est la bonne frange de patients qui va répondre? Il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on va demain traiter toutes les insuffisances cardiaques par des cellules souches. Mais il y a sans doute une population suffisamment grave pour ne plus répondre au traitement médical, mais pas non plus trop grave, parce que si malheureusement on est au stade terminal de l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas les cellules souches qui vont faire le travail. Ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème, et là on passe à la transplantation. Donc voilà, il y a une espèce de frange intermédiaire là à bien définir si on veut espérer un effet thérapeutique. 2, ne pas leur demander plus que ce qu'elles peuvent donner. Ça c'est vraiment important. On n'a pas arrêté de dire ça. Ben, les médias, ils ne vous écoutent pas parce qu'eux, ils veulent du buzz. Mais non, ce n'est pas une révolution. Non, ce n'est pas la panacée. Non, ce n'est pas un miracle. Mais, bon, si c'est un petit plus plus un petit plus finissent par faire un grand plus. Bon. Si vous améliorez de 5% la fraction d'éjection d'un patient, bah vous lui permettez, plutôt que d'être cloué dans son fauteuil à regarder des séries débiles à la télé, d'aller faire le tour du pâté de maison. Moi, en tant que clinicien, j'estime que j'ai fait mon boulot. 3, dernier point, faire en sorte que ce soit économiquement acceptable. Parce que si vous vous retrouvez avec des cellules souches dont les méthodes de préparation coûtent des fortunes, ou bien avec un jus de cellules dont la méthode de préparation coûte également des fortunes, il faut bien voir qu'au bout de tout ça, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie et le remboursement. Et par conséquent, aucune firme pharmaceutique ne s'engagera et donc ne mettra à disposition de la population un produit s'il n'y a pas l'engagement d'un remboursement. Et ce remboursement, il est quand même conditionné au service rendu et il est naturellement dépendant du prix facturé. Alors, tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est essentiel. Ou alors, il faut réfléchir à des modèles économiques différents de ceux qu'on a. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de cancers du sang, des lymphomes, qui sont traités par ce qu'on appelle les CAR-T-cells, des lymphocytes génétiquement modifiés. C'est 350 000 € la dose. C'est cher. Là, il y a un médicament qui vient de sortir aux États-Unis pour le traitement de la bêta-thalassémie, maladie du sang. 2 millions la dose. 2 millions de dollars la dose. Donc, il faut intégrer aussi cette donnée, ou alors il faut changer de modèle économique. Les Américains sont beaucoup plus malins que nous. Mais enfin, apparemment, on y vient, enfin, depuis le temps qu'on leur disait. C'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, on vous paye 2 millions de dollars, votre dose unique. Sauf que ce que vous affirmez, c'est qu'avec votre médicament miracle, les patients n'auront plus besoin de transfusion sanguine. Banco, s'il y a une transfusion dans l'année, vous nous rembourserez 80% du prix. Ils sont malins. Alors, nous, on y vient, mais depuis le temps qu'on leur explique, mais enfin, ils ne comprennent rien. Voilà. Donc, ça, c'est une notion aussi importante, la notion de coût, et il faut l'avoir en tête. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à des questions si vous en avez. Il y a des questions dans l'assistance. Non, non. C'est l'heure du déjeuner. Oui, c'est l'heure du déjeuner. Mais bon,
Non, vous n'avez pas de questions? Ah oui. 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 Pour les autres organes. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Les organes ont des capacités différentes en termes d'auto-renouvellement. La peau se renouvelle en permanence, le foie également. Alors oui, il y a des mécanismes intracellulaires, si vous voulez, qui expliquent que de façon spécifique, la cellule hépatique puisse se renouveler. Malheureusement, ils ne sont pas automatiquement applicables à d'autres types cellulaires, sinon on l'aurait fait. Oui, c'est compliqué, puis je risque de vous dire des bêtises. Ça va très vite. On l'a vu avec les vaccins anti-Covid, hein, mais ça va vraiment très vite. Bon. 2, c'est déjà là, quelque part. Vous avez quand même plein d'essais cliniques. Là, par exemple, en France, ce n'est pas dans le cœur, mais en France, la transplantation d'îlots de Langerhans, qui sont des cellules productrices d'insuline pour traiter le diabète, a été validée par la Haute Autorité de Santé et va être remboursée. Donc, ça devient un médicament. Donc, je ne pense pas que l'horizon y soit à 10 ans, parce que je pense que si dans 10 ans, on en est encore là, c'est que ça ne marche pas bien. D'accord ? Et il y a 2 facteurs, entre autres, qui vont conditionner sans doute la manière dont les choses vont évoluer. Il y a les voies d'administration. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Parce que si vraiment les voies sont trop compliquées, si les voies sont trop invasives, si les voies sont trop coûteuses, le créneau restera limité. Alors, on pourra faire de la thérapie génique pour des maladies orphelines où il y a peu de patients. Mais quand on parle insuffisance cardiaque, diabète, Alzheimer ou Parkinson, vous voyez tout de suite qu'on change d'échelle. Donc, la manière dont on arrivera à délivrer les cellules ou leurs produits, ça, c'est important. Et le deuxièmement, c'est de savoir si on ne pourra pas justement aller vers une simplification par l'utilisation des produits de sécrétion versus les cellules elles-mêmes. Et sans doute pas dans toutes les indications. Par exemple, si vous discutez avec les ophtalmos, ils vous diront, pour la dégénérescence maculaire, il faut les cellules. Le jus, ça ne suffit pas. D'accord ? Donc, il faut voir comment, indication par indication, on pourra simplifier les méthodes de préparation et de délivrance. Et je vous dis, si on y arrive, on y arrivera, à mon avis, dans les 5 ans maintenant, parce que ça va vraiment très vite. Et une fois de plus, si dans 10 ans, on n'y est pas arrivé, je ne vois pas trop… L'essai clinique, oui, c'est chez l'insuffisant cardiaque non ischémique, c'est-à-dire ce n'est pas des pathologies coronaires. Hein. Donc, des patients qui sont, enfin, on essaye de les cibler justement dans cette frange intermédiaire. Ils sont suffisamment graves parce qu'ils répondent plus très bien aux médicaments, mais ils ne sont pas transplantables, ils ne sont pas éligibles à l'assistance. Et donc, ils auront par voie intraveineuse et de façon répétée, 3 reprises, l'injection du jus de cellules. Alors, pas n'importe quelle cellule, c'est des cellules cardiaques, d'accord, dérivées de cellules souches pluripotentes. Donc, c'est très voisin de ce qu'on a fait en chirurgie il y a quelques années avec les cellules souches embryonnaires, sauf que les mêmes cellules, au lieu de les greffer directement, elles sont ex vivo au labo du professeur Larguero à Saint-Louis, qui les produit. Et lui, il récupère le jus. Et là, on a déjà, nous, les 250 petits flacons congelés qui attendent. Et on est maintenant dépendant de la décision de l'autorité de santé, savoir quand est-ce qu'on pourra commencer, je pense, l'année prochaine. Voilà. Donc, ou bien ça ne va pas marcher, parce qu'il faut être prêt à ce que ça ne marche pas. Déjà, il faut vérifier la sécurité. D'accord ? Ça, c'est l'étape numéro 1 fondamentale. Mais si jamais ça marche, ça ouvre quand même des perspectives, parce que je vous dis, l'étude américaine qui se fait en hôpital de jour, c'est pas comme prendre du Doliprane, mais enfin, c'est pas très loin. Hein. Merci à vous.